Bonsoir. L'actualité politique est dominée depuis quelques semaines par la tenue future du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 et depuis la convocation du corps électoral le 10 novembre dernier, des candidats et les partis politiques d'ailleurs fourbissent leurs armes pour être prêts le jour dit, et alors que la phase de constitution des dossiers se déroulait dans une ambiance un peu tendue, empreinte de soupçons et même d'accusations contre certains sous-préfets et maires, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti Maurice Kamto, est venu comme asséner le coup de grâce. Hier, il a donc annoncé dans une sortie hier que son parti ne sera pas de ces consultations électorales, une posture d'abord envisagée par le Social Democratic Front qui s'est ravisé après avant d'annoncer bien sûr qu'il ne prendra pas à ces élections de 2020. Nous tenterons de comprendre les postures du Social Democratic Front ainsi que nous évoquerons d'autres sujets de l'actualité de notre pays. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Notre invité ce soir s'appelle Jean-Michel Nietzsche. Il est président régional du Social Democratic Front pour la région du littoral, député à l'Assemblée nationale du Cameroun et député du Vry-Est dans la région du littoral et d'ailleurs vice-président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale du Cameroun. Jean-Michel Nietzsche, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, on va débuter rapidement et on va aller tout de suite à ce que j'annonçais en début de cette émission, de cette sortie du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui secoue le milieu politique depuis hier, effectivement, le MRC qui a décidé finalement de ne pas prendre part au scrutin couplé du 9 février 2020. Quel commentaire vous inspire cette décision du MRC? C'est une décision lourde de conséquences, mais c'est une décision que je salue parce que le processus électoral au Cameroun, c'est une véritable course d'obstacles. Je prends notre exemple. En ce qui concerne le littoral, nous avons été empêchés de déposer des listes dans tout le Monde au Nord, alors que les listes étaient prêtes, mais nos camarades ont rencontré des obstacles pratiquement insurmontables auprès de l'autorité administrative qui se comporte comme un véritable mandataire du RDPC. Nous avons rencontré des problèmes, notamment au niveau de l'établissement des certificats de ce fameux sésame, le certificat de domicile. Oui. Les sous-préfets désertaient le bureau, et de sorte que nos camarades de Konsamba, de Manjo, de Mélon n'ont pas pu déposer de liste. C'est extrêmement grave parce qu'au même moment, les candidats du RDPC n'ont même pas besoin de se déplacer dans les services, n'est-ce pas, des sous-préfectures, parce que des formulaires sont signés, des formulaires vierges sont signés, envoyés dans les états-majors, n'est-ce pas, du RDPC, qui les remplissent tranquillement et n'ont pas besoin de se déplacer et n'ont pas toutes ces difficultés. Ceci est extrêmement grave et je comprends donc la décision du MRC qui a eu à faire face aux mêmes difficultés que nous. Et sur les autres raisons, je vous relance Jean-Michel Nietzsche, sur les autres raisons qui ont milité à la prise de cette décision, Maurice Kamto évoque la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le code électoral qui ne garantit pas la tenue d'un scrutin libre et transparent au Cameroun jusqu'ici. Ces raisons sont-elles fondées? Selon vous, si oui,
Est-ce qu'elle ne vous pose pas également problème, vous, le SDF, qui avez accepté Oui, d'aller à ce oui, scrutin? parce que c'est vrai que nous avons, même avant la convocation du corps électoral, nous avons une position qui est connue. Nous avons demandé à ce que la crise, n'est-ce pas, dans les régions anglophones soit résolue, que le code électoral soit révisé de manière consensuelle avant toute élection au Cameroun. C'est une position de principe et nous avons d'ailleurs menacé de ne pas prendre part à un éventuel scrutin et qui serait convoqué sans que ces préalables ne soient remplis, sachant que des élections viables ne peuvent pas être organisées dans un pays dont 2 régions sont en guerre. C'est une position bien entendu de pression, mais M. Biya, fidèle à sa logique, a décidé de passer en force et a convoqué le corps électoral. Et vous avez accepté d'y aller après quelques atermoiements. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à y aller, Jean-Michel? Nous sommes réunis face à la gravité de ces décisions de M. Biya. Nous sommes réunis dans un comité exécutif extraordinaire pour prendre une décision. Et la majorité, disons, il faut dire que les débats étaient véritablement houleux parce que c'était extrêmement compliqué de prendre une position, disons, compte tenu de cette fameuse résolution prise au congrès du SDF de 2004 qui, suite au boycott de 1992, qui avait été critiqué, continue à être critiqué jusqu'à nos jours, nous demandions comment faire pour contourner cette résolution, parce que le Congrès est l'instance suprême du parti et une résolution du Congrès ne peut être, disons, modifiée que s'il y a convocation d'un autre Congrès. Donc il fallait, bien entendu, voir comment est-ce que le débat était, est-ce qu'il faut, disons, violer la décision de prise au Congrès ou alors est-ce qu'il faut, disons, respecter ces décisions en allant aux élections. C'était assez compliqué. Finalement, le chairman a tranché ce débat en indiquant qu'il fallait aller aux élections pour plusieurs raisons. Parce que nous avons considéré qu'en allant, en boycottant les élections, nous laissions le terrain au RDPC, surtout dans les zones anglophones qui sont nos fiefs. Nous laissions le terrain au RDPC qui allait nommer les députés et les maires dans ces régions. Parce que vous savez que, par exemple, à l'élection présidentielle, il n'y a pratiquement pas eu. Il n'y a pratiquement pas eu d'élection dans ces régions. Le taux officiel avancé, c'est à peu près de 2%. En réalité, il n'y a pas eu plus d'1% de taux de participation parce que uniquement les militaires
détachements d'opérations ont voté. Donc, notre souci, c'était d'éviter de laisser le terrain au RDPC seul, qui allait de toute façon nommer les élus. Donc, nous avons pensé qu'il fallait être sur le terrain, n'est-ce pas, pour marquer de notre présence, pour obliger le RDPC à constater avec nous que les élections sont impossibles, n'est-ce pas, dans la situation actuelle dans les zones anglophones. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Jean-Michel Nitieux, le nord-ouest et le sud-ouest ont toujours été considérés comme des bastions du Social Democratic Front, et le MRC fonde en partie ses raisons sur le fait que ces deux régions sont dans des situations un peu compliquées en ce moment pour justifier justement le boycott de ces élections. Est-ce que le SDF, en acceptant d'y aller, ne lâche pas un tout petit peu, on va dire ça ainsi, ces habitants de ces régions du nord-ouest et du sud, qui ne demandent ou alors qui n'appellent qu'au retour à la paix? Et vous-même, vous l'avez dit, martelé d'ailleurs, depuis même avant la convocation du corps électoral, vous venez de le dire encore, que les élections ne pouvaient se tenir dans les conditions actuelles. Alors, accepter à la fin d'y aller, est-ce que ce n'est pas un peu trahir ces populations-là? Il faut dire que nous nous sommes beaucoup battus pour ces populations. Nous avons organisé des marches ici à Douala, des manifestations à Bouya, à Bamenda. Nous avons mené des actions à l'Assemblée. Nous avons bloqué toute une session il y a 2 ans, en novembre. On en reparlera tout à l'heure. Parce que nous voulions que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Nous avons mené des actions pour que le dialogue, n'est-ce pas, un dialogue inclusif soit ouvert sur la question anglophone. Et M. Biya, finalement, a convoqué le grand dialogue et qui n'a pas, disons, qui n'a pas rempli les conditions d'un véritable dialogue inclusif, mais nous avons pensé que c'était quand même déjà une toute petite avancée, puisque nous avons, dans les recommandations, on a pu obtenir un statut spécial pour les 2 régions anglophones. Malheureusement, ces recommandations tardent à être appliquées. C'est d'ailleurs pourquoi nous boycottons la session en cours. Nous n'assistons à aucune... Du Parlement. Oui, on en reparle. Je voudrais qu'on revienne sur la question de l'élection. Donc, je pense que si le MRC, par exemple, avait, disons, pris cette position dès la convocation du corps électoral, je vous assure que le SDF ne se serait pas senti seul en ce moment-là. Parce que le problème avec le boycott, et nous avons déjà fait, nous sommes coutumiers, n'est-ce pas, du boycott, nous avons déjà boycotté. Est-ce à dire justement que la position du MRC qui a accepté au départ d'aller à ces élections a influencé un tout petit peu le SDF? Oui, c'est-à-dire pas uniquement du MRC. Oui. Je vais dire que, voilà, je vais dire que quand le corps électoral a été convoqué, nous avons protesté, nous avons tempêté, mais nous avons eu l'impression que toutes les formations politiques étaient prêtes à y aller. Et nous avons estimé que boycotter les élections seules, ça ne risquait pas de créer un rapport de force susceptible de mettre suffisamment de pression sur le régime en place. Oui. Donc c'était un souci d'efficacité pour nous. Et, mais si nous avions été 2, 3 formations de la taille du MRC, a dit qu'on n'y va pas
je vous assure, on aurait mis suffisamment de pression sur le régime en place et je vous assure, on aurait obtenu un résultat autre que ce que nous observons maintenant. Donc le MRCA vous a un peu mis dans le vent. Parce qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'y va plus et vous avez déjà décidé d'y aller. Le MRC a sa stratégie, mais ce que je pense fondamentalement, c'est que les forces politiques doivent se concerter, doivent se mutualiser. Il n'y a pas eu de concertation sur la question, même pas une tentative, rien? Non, pas à ma connaissance. Oui. Pas à ma connaissance. Et la décision, par exemple, que le MRC a prise hier c'est une très bonne décision. Mais cette décision aurait pu être, enfin, aurait pu être beaucoup plus efficace si elle avait été précédée d'une concertation avec d'autres forces politiques. Oui. Est-ce qu'il est tard, parce que certains appellent je jusqu'ici, sais d'ailleurs, pas certains militants de votre formation politique qui disent encore qu'il est temps qu'il ait encore, le SDF a encore peut-être le pouvoir de se déclarer à propos, de dire par exemple qu'il n'ira pas au scrutin aussi. C'est pas impossible, vous comprenez, parce que la situation est suffisamment grave et nous ne fermons la porte à aucune option. Ce que je dois vous dire, c'est que il est important que M. Biya sache que la passion des Camerounais a des limites et que si véritablement il a la volonté de faire en sorte qu'on sorte de ces situations, il est temps pour lui de prendre de bonnes décisions. Par exemple, en reportant tout simplement les élections. En reportant les élections et en, disons, appliquant les résolutions issues du grand dialogue est-ce que vous et savez, en ramenant, n'est-ce pas, la paix dans les régions anglophones. Deuxièmement, en, disons, procédant à la révision consensuelle du code électoral. Oui. Hein, je dis consensuel parce que ce code électoral est taillé sur mesure pour permettre à M. Biya, à travers le parti État RDPC, de s'éterniser au pouvoir. On parlait tout à l'heure des élections locales. Est-ce que vous savez que le RDPC gagne pratiquement la moitié des députés sur tapis vert? C'est-à-dire que même avant qu'on ne commence les élections, ils ont déjà à peu près 90 députés gagnés sur tapis vert. Parce que d'autres formations politiques ne sont pas représentées dans ces parce qu'ils ont manœuvré. Parfois. Oui. Ils ont manœuvré pour que d'autres formations politiques ne puissent pas déposer des listes. En dehors de ça, il y a le découpage électoral qui fait que M. Biya peut affecter, parce que ce n'est pas décret. Je vous promets qu'on reparlera du découpage tout à l'heure. C'est une question qui vous tient beaucoup à cœur. Je pense que pour sortir de cette situation, M. Biya doit reporter les élections et résoudre, n'est-ce pas, la crise dans les régions anglophones. Savez-vous, Jean-Michel Mithieu, qu'il n'y a aucun texte de loi qui autorise au président de la République de reporter les élections dans le code électoral qui a été convoqué, par exemple? Je pense qu'on est dans une situation particulière. Il n'y a aucun texte de loi qui autorise le président à convoquer les élections dans un pays dont deux régions sont en guerre. Aucun texte. Donc, c'est une situation particulière. Et je pense que des mesures particulières doivent être prises.
On vous rétorquera, Jean-Michel Nitche, et ça me permet de revenir peut-être sur une question que je vous ai posée tout à l'heure. On vous rétorquera que vous aussi, au SDF, vous aurez pu prendre des mesures particulières. Vous nous expliquez tout à l'heure que vous avez décidé finalement d'aller au scrutin parce qu'il fallait respecter cette résolution de 2004 d'un congrès du SDF oui, surtout, qui disait, surtout d'abord, oui, laissez-moi, j'en viens, qui disait justement qu'il ne faut plus boycotter le scrutin en rapport à ce qui s'est passé en 1992, on se souvient. Mais vous aurez pu, vous nous dites donc aujourd'hui que c'est simplement parce que vous n'avez pas pu violer une résolution d'un congrès que vous avez accepté, que vous avez reviré pour accepter finalement de repartir aux élections. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Il y avait celle-là, oui. Il y avait ça, il y avait le fait que nous avons interrogé l'efficacité d'une telle mesure. Connaissant, n'est-ce pas, la nature du régime en place, il fallait pour que cette mesure soit efficace, le boycott, que d'autres forces politiques se joignent à nous. Alors, vous n'avez donc pas, c'est ainsi qu'il faut le comprendre, que vous n'avez pas peut-être été assez courageux que le MRC qui prend la décision aujourd'hui seul, qui est seul dans le cas aujourd'hui. Oui, n'avez pas été peut-être plus courageux. Le MRC prend ses décisions seul, parce que, et d'ailleurs, c'est dans l'exposé des motifs que j'ai lus du professeur Camteau, il invoque tous les dysfonctionnements, n'est-ce pas, du processus électoral. Vous comprenez? Donc, il y a tous ces dysfonctionnements et il y a ensuite la question, n'est-ce pas, de la crise anglophone. Vous comprenez? Donc, nous disons que si tous les acteurs qui sont victimes de ces dysfonctionnements pouvaient, parce que de toute façon, les élections auxquelles nous prenons part, les élections organisées par le régime RDPC, c'est des élections qui sont faussées, qui sont biaisées, et c'est comme si on amenait des animaux à l'abattoir. Donc, il faut que nous ayons le courage, n'est-ce pas, à un moment de dire stop, il faut que tout ça s'arrête. Et un parti seul ne peut pas le faire. Bon, le MRC l'a fait, c'est une bonne chose, mais, et c'est très courageux, c'est une décision très courageuse, mais cette décision aura quelle efficacité? C'est ça le problème. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir créer un rapport de force pour amener le pouvoir de Yaoundé, n'est-ce pas, de reculer. C'est extrêmement important. Or, le pouvoir ne recule sur rien. Le pouvoir ne recule sur rien. Vous voyez, quand on parle de ces révisions du code électoral, même l'ECAM, qui est un organe complètement inféodé au pouvoir, l'a demandé dans ses recommandations, notamment en demandant qu'on limite l'intervention de l'administration dans le processus d'instauration du bulletin unique, ainsi de suite. Tout à fait. Mais même les recommandations de l'ECAM ont été balayées. Donc vous comprenez que c'est un système autiste, n'est-ce pas, qui ne peut reculer que devant le rapport de force. Vous comprenez? Et je suis convaincu que ce rapport de force ne peut être construit qu'à travers la mutualisation des forces politiques de l'opposition. Vous le dites vous-même, Jean-Michel Nitche, le système est inféodé, le code électoral n'est pas consensuel, des fraudes préélectorales ont été enregistrées, notamment ces blocages dont on parle des sous-préfets, des maires qui ont déserté leur bureau et autres. Vous reconnaissez tout cela, mais vous acceptez tout de même d'aller aux élections. Et ce sera quoi la suite? C'est-à-dire que si vous reconnaissez cela, vous savez déjà qu'aller aux élections n'aura aucun résultat. N'est-ce pas paradoxal finalement que de reconnaître que le jeu est biaisé d'avance, mais accepter quand même d'y aller?
Oui, je pense que il faut être, quand on fait la politique, en même temps, il faut être réaliste. Oui. Bon, j'ai dit tout à l'heure que quand les forces politiques, les principales, auront compris la nécessité de se mettre ensemble pour mettre la pression sur M. Biya. Mais tant que ce rapport de force n'est pas créé, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte les élections et après on fait quoi? On fait quoi? C'est ça la question fondamentale. Parce qu'un parti politique doit pouvoir vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, disons, une tribune comme l'Assemblée qui, malgré la majorité obèse du RDPC, majorité obèse et frauduleuse, qui nous permet malgré tout qu'il y ait une tribune pour nous exprimer. Vous comprenez? Si nous n'étions pas à l'Assemblée, si nous n'étions pas dans les communes, je crois qu'il serait extrêmement compliqué, surtout dans un système verrouillé comme celui de M. Biya, de pouvoir vraiment faire bouger les choses. Faire bouger les choses. Donc, moi, je pense, et j'ai tout pensé, je continue à penser que le salut de l'opposition passe par une mutualisation des forces. Les partis politiques pris individuellement, même les plus forts, ne peuvent pas véritablement inquiéter le système en place, le système dictatorial en place. Je crois que chaque fois que M. Biya reculé, c'est quand il y a eu un véritable rapport de force devant lui qu'il a reculé. Donc, je crois que j'appelle de tous mes voeux la mutualisation des forces de l'opposition. De l'opposition. Et il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Moi, j'ai indiqué tout à l'heure que et ça, c'est une proposition que je vais faire au niveau de mon parti, de demander à ce que les élections soient reportées pour, disons, résoudre le problème dans le nord-ouest, le sud-ouest, et puis reviser le code électoral de manière consensuelle, et de sorte que tous les acteurs, y compris le MSC, reviennent dans le jeu. C'est extrêmement important. L'un des députés de votre formation politique, l'honorable Awundou Baya, votre collègue d'ailleurs, a député à l'Assemblée nationale du Cameroun, a d'ailleurs refusé l'investiture qui lui a été offerte par le Parti pour les législatives 2020 en disant qu'il ne pouvait pas enjamber les cadavres, marcher sur le sang de ses frères pour aller aux élections. Est-ce qu'il faut comprendre que vous et d'autres responsables du SDF, la quête du strapontin a été plus fort que vous parce que lui a déclaré clairement qu'il n'était pas question qu'il y aille être député et savoir que ses frères souffrent à côté. Est-ce que la quête du pouvoir du strapontin a été plus forte que vous pour que vous ne décidiez pas? Il a raison parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il est pratiquement impossible de faire une élection dans les zones anglophones. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, la situation sécuritaire ne permet pas d'organiser des élections, malgré les fanfaronnades, n'est-ce pas,
du pouvoir en place. Ce camarade qui, depuis pratiquement 2 ans, n'a même pas pu se rendre dans sa circonscription. Beaucoup de nos députés, n'est-ce pas, ne peuvent pas assister même à des enterrements dans les circonscriptions. Beaucoup sinon la quasi-totalité, ont fait leur pièce au niveau de Yaoundé. Alors, quand au niveau de la constitution des dossiers, on est obligé de délocaliser cela, comment est-ce qu'on va battre campagne? Parce que la campagne suppose une présence physique sur le terrain. Tout à fait. Donc je dis, je comprends très bien l'honorable Aoudou. Oui. Mais encore une fois, nous avons pensé que si nous n'étions pas dans le jeu électoral, le RDPC allait, parce qu'il faut que nous soyons là pour constater que les élections n'ont pas pu avoir lieu dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Alors que si nous avions décidé de ne pas y aller, le pouvoir en place allait nommer les députés, les maires, parce que en prenant la métaphore du football, bon, quand le terrain est glissant, il est glissant pour tout le monde. Donc nous sommes convaincus que les députés et les candidats du RDPC auront les mêmes difficultés et on va constater que les élections sont impossibles dans les zones anglophones. Justement, comment entendez-vous vous prendre dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Si vous avez accepté d'aller aux élections, ça suppose que vous allez battre campagne dans ces régions-là. Comment comptez-vous faire? Est-ce que le SDF a une stratégie particulière pour pouvoir aller dans ces régions, pour aller à la conquête des voix et autres? Qu'est-ce que le SDF compte faire? À l'impossible, nous n'est tenu. Si nous ne pouvons pas y aller, les candidats du RDPC ne vont pas davantage y aller. Et nous allons constater que les élections sont impossibles dans ces zones-là. Est-ce qu'il aurait fallu absolument que vous soyez là pour qu'on constate que ça n'est pas possible, Jean-Michel Nitche? Mais je pense que vous ne connaissez pas la nature du régime. Mais c'est des gens qui sont dans le déni. Quand vous écoutez les déclarations de M. Atangandi, qui dit que la situation est sous contrôle dans les régions anglophones, alors que nous savons que pour y aller lui-même, il doit, n'est-ce pas, s'entourer d'un bataillon de billes. Vous comprenez que il faut être vigilant. Il faut être vigilant, il faut être là. Et pour que le constat soit fait que les élections sont impossibles dans ces régions anglophones. Voilà, ça c'est une situation extrêmement compliquée, mais connaissant la nature du régime, on est obligé quelquefois d'agir de la sorte pour prendre l'opinion à témoin. C'est extrêmement important. De toutes les façons, des observateurs disent, et d'ailleurs depuis hier, que le retrait du RBRC fait les affaires du SDF. C'est une occasion saisie par votre parti politique parce que le MRC était présenté comme un redoutable concurrent justement de votre formation politique dans plusieurs circonscriptions du pays. D'ailleurs, est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses? Oui, bon, encore que notre adversaire, ce n'est pas le MRC. Je n'ai pas de concurrent, pas d'adversaire. Bon, c'est un concurrent. Mieux, oui. Et le MRC, c'est une formation qui monte en force depuis la présidentielle. Personne ne peut le nier. Donc, effectivement, le MRC, c'est un concurrent extrêmement sérieux dans ce qu'il était considéré comme nos fiefs. Oui. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir du
retrait du MRC. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut reporter les élections pour remettre tout à plat. Pensez vraiment que le pouvoir peut accéder à cette dominance? Mais le pouvoir peut accéder si nous nous organisons pour mettre la pression. Le pouvoir doit pouvoir... Parce que si nous ne faisons rien, M. Biya ne bougera jamais. Il ne bougera jamais. Donc, il faut qu'on s'organise. Et d'ailleurs, nous avons décidé, partout où nos listes ont été, disons, ou par des manœuvres, on a empêché nos listes, n'est-ce pas, d'être déposées. Nous avons décidé d'empêcher que les élections se tiennent dans ces localités. En faisant quoi? Nous n'allons pas parler stratégie ici, mais là où nous pensons que nous étions prêts à déposer une liste, mais que le RDPC a manœuvré à travers l'autorité administrative pour nous empêcher d'être présents, nous allons pratiquer un boycott actif. Oui. Et je reviens sur ces notions de boycott actif, justement. Quand dans une dictature anachronique comme celle où nous sommes, comme celle de M. Biya, le boycott classique ne sert à rien. Il faut s'organiser pour que le boycott soit actif, c'est-à-dire que empêcher, n'est-ce pas, que le scrutin ne se tienne. Si on dit, bon, boycott, et puis on croise, rien ne se passera. Même s'il y a 1% d'électeurs, les résultats vont être proclamés et la vie va continuer. Oui. Donc, il faut créer un rapport de force qui permette d'empêcher que les élections n'aient lieu. Ça s'est fait dans d'autres pays. Et je crois que il faut que nous nous organisions véritablement pour mettre la pression sur le régime en place. Si vous était donné à vous, Jean-Michel Ninthieu, de décider au SDF quel est le mot d'ordre que vous donnerez, peut-être à partir de demain, peut-être depuis hier, où le MRC a pris sa décision. Depuis, vous parlez justement de cette mutualisation des forces et vous avez également dit que rien n'est exclu. Le SDF peut suivre également la voie du MRC. Si vous êtes donné, vous, quelle est votre position à vous personnellement? Ma position ne peut être que ma position. Oui. Et je ne sais pas si c'est utile que je l'exprime. Vous pouvez la donner. Parce que ma position a toujours été constante, à savoir qu'il ne faut rien faire, n'est-ce pas, qui renforce le régime en place. Il ne faut rien faire qui renforce le régime en place. Moi, je pense que si on peut rejoindre le MRC dans sa position et faire reculer le pouvoir, ce serait un grand pas, n'est-ce pas, pour le changement dans notre pays. Vous avez fait part de ces propositions, vous l'avez évoqué déjà au moins au sein de votre formation politique? La décision du MRC a eu lieu hier. Oui. Donc, bon, voilà, je peux pas, je n'ai pas été consulté avant le MRC, par le MRC avant la prise de sa décision. Donc, on réfléchit à partir de là, comment est-ce qu'il faut faire pour sortir par le haut de cette situation. On doit comprendre alors, Jean-Michel Ninthieu, que votre voix a été mise à minorité, peut-être lors de ce comité exécutif national extraordinaire de votre parti le 11 novembre dernier. Je vous assure que la majorité, je ne voudrais pas parler des débats au comité exécutif ici, mais je vous assure que pratiquement la majorité était pour qu'on aille aux élections. La majorité.
des membres. C'est pourquoi il n'y a pas eu de résolution. Bon, la majorité était pour des raisons objectives, que les élections sont impossibles. La majorité, l'écrasante majorité, était pour qu'on n'aille pas aux élections. Et ça va vous surprendre, les électeurs, je vais dire les députés, étaient très nombreux n'est-ce pas, dans cette position-là, qui considéraient qu'on ne doit pas aller aux élections. Mais, encore une fois, quand on a interrogé l'efficacité d'une telle mesure, et surtout à la lumière de la résolution prise au Congrès, on s'est dit, bon, si on se contente de boycotter, les autres vont aller, et ça ne sera pas efficace. Voilà. Puisque nous avons longuement parlé du MRC tout à l'heure, je voudrais que nous sortions avec cette question. On vous a à plusieurs reprises annoncé, démissionnaire du SDF, que vous avez rejoint le MRC jusqu'à ce matin, jusqu'à hier soir encore, de telles nouvelles circulaient encore dans les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement, Jean-Michel Nthiou? Non, je n'ai jamais démissionné du SDF. Donc, je suis le président régional. Et puis, je suis un homme de principe, de conviction. Je n'ai jamais eu vocation à suivre la direction du vent, surtout pas. Et puis, j'ai contribué au rayonnement du SDF, surtout dans le littoral. Et je crois que je suis utile à la lutte pour le changement en restant dans le SDF. Mais pourquoi toujours vous, finalement? Pourquoi toujours vous, ces annonces à répétition? Et dans une interview chez nos confrères d'ABK Radio il y a quelques jours, vous avez tenu des propos à la limite laudateurs à l'endroit du président du bien MRC, sûr, bien Maurice sûr, je Kamto. peux les repérer. J'ai dit que j'ai beaucoup... Vous avez beaucoup de sympathie pour lui. Oui, tout à fait, parce que je le connais avant qu'il ne commence à faire la politique. Je le connais, c'est un grand frère que je connais depuis, que j'apprécie en tant que grand juriste, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain. J'ai au moins 3 de ses ouvrages dans ma bibliothèque. Et puis, j'ai beaucoup apprécié sa détermination après la présidentielle de 2018, quand il a lancé, n'est-ce pas, son plan de résistance. Vous savez que j'étais le premier à lancer un meeting, une manifestation en tout cas, à Douala, au rond-point Dakar, pour demander la vérité des urnes. Il s'agissait, pas parce que c'était le MRC, le Kamto, mais il s'agissait d'une action citoyenne, parce que je sais que M. Biya n'a jamais gagné une élection sans fraude. Donc, chaque fois qu'un parti, l'opposition, est dans une situation de face à face avec M. Biya, avec le pouvoir M. Biya, je soutiens de manière automatique ce parti sans réfléchir. Voilà. Ce n'est pas visiblement le cas pour certains de vos camarades de partis qui sont parfois des pourfendeurs de cette formation politique dont vous parlez tout à l'heure et même de son président, ce qui fait valoir une expression qui est apparue depuis quelque temps, les opposants de l'opposition. Est-ce que vous comprenez ce déroulement, ce qui se passe effectivement de ce qu'on appelle les opposants de l'opposition depuis non, je ne comprends pas et je considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre seul adversaire, c'est le RDPC, et il est totalement inutile, n'est-ce pas,
de perdre son énergie à attaquer, n'est-ce pas, un autre parti de l'opposition. Et donc, le MRC, au pire, c'est un concurrent. Il pourrait être un allié dans la lutte pour le changement. Et je souhaite que ce soit le cas, parce que dans le cadre de la mutualisation, je pense que le MRC peut beaucoup apporter, parce que c'est une grande formation politique. Parlons à présent de la vie au sein de votre formation politique, Jean-Michel Nintieux. Beaucoup de gens qui nous regardent ce soir ont envie de savoir comment se porte le SDF. Le SDF se porte très bien. Le SDF a eu quelques problèmes lors de l'élection présidentielle de 2018, ce qui explique notre contre-performance qui nous fait passer de la deuxième place à la troisième, quatrième. Oui, pardon, quatrième. Ceci est consécutif à la crise dans les zones anglophones qui sont nos fiefs. Nous avons fait notre introspection, nous nous sommes remis au travail et le parti est sur le bon rail, du moins en ce qui concerne le littoral. Est-ce que vous vous êtes remis justement de cet échec cuisant de la présidentielle de... Ben oui, nous nous sommes remis, ça a été très très difficile, surtout avec le départ de beaucoup de nos cadres. Oui. Mais le SDF se remet et je crois que en ce qui concerne les littorales, nous allons de l'avant. J'ai fait des tournées sur le terrain, partout j'ai rencontré beaucoup de dynamisme, donc nous n'avons pas de difficultés. J'ai parlé tout à l'heure de nos listes. Nous étions en même de déposer des listes un peu partout. Nous en avons été empêchés, mais le SDF est dans une situation de, n'est-ce pas... de renaissance. Nous remontons, n'est-ce pas, nous avons un peu dégringolé, mais nous remontons la pente. Oui. Alors, comment expliquez-vous justement cette sorte de désaffection qu'on semble voir des Camerounais, on va dire ça ainsi, au SDF aujourd'hui, parce que l'échec à l'élection présidentielle dont vous parlez tout à l'heure, cette contre-performance ne peut pas être seulement le fait de ce que les élections ne sont pas déroulées dans de bonnes conditions dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous sommes d'accord là-dessus, mais comment expliquer justement cette sorte de désaffection? Les gens ne font plus beaucoup confiance en votre formation politique, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, ce désamour? Je ne sais pas s'il y a un désamour. Nous devons certainement nous remettre aussi en question. Mais il faut dire que le SDF qui a été porte-flambeau de l'opposition pendant longtemps a, disons, peut-être n'a pas su s'adapter. Mais je crois que, comme je l'ai dit, nous avons fait notre introspection et les choses se remettent en place. On vous a également longtemps prêté des accointances avec le pouvoir. On vous a parfois décrit comme très proche du RDPC et bien d'autres. De quoi est-ce que ça retourne? À quoi Vous savez, juste à ce que le président, M. Biya, dans une de ses interviews, indique qu'il n'a jamais rencontré Foundi. Beaucoup de personnes disaient qu'il dealait avec Foundi. Je peux... Allez-y. Allez-y. Non, je veux... Vous dites? Ouais. Allez-y, honorable. Bon. Donc, je disais que il y a comme ça
des choses qui sont dites, c'est-à-dire qui ne sont que des manipulations. Alors, il y a quelques semaines, je crois que vous en aviez parlé tout à l'heure, vous étiez dans le département du Mungo, vous étiez à la rencontre des militants du SDF. À l'issue de cette rencontre, le ministre du chef de cabinet en charge de l'information, parlant du ministre du SDF, je vous le disais tout à l'heure, qui a fait une sortie, et je le paraphrase, je le disais en laissant croire que le pouvoir laisse croire justement qu'il laisse la possibilité au SDF de manifester dans le Mungo en refusant systématiquement ce droit aux autres formations politiques, notamment le MRC. Vous avez d'ailleurs réagi à cette sortie. Comment l'avez-vous trouvé? De quoi il s'agissait exactement, honorable? Retour sur ce plateau et merci si vous nous rejoignez seulement à l'instant. C'est Parole d'homme sur Canal 2 International. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour cette petite rupture. Notre invité a eu un léger malaise, mais il est de retour avec nous et je vous rassure que tout va bien. Honorable, je vous posais la question tout à l'heure au sujet de ces meetings que vous avez organisés, cette sortie que vous avez eue dans le département du Mungo il y a quelques semaines maintenant. Et au retour de ce meeting, je le disais, le ministre du chef de cabinet en charge de l'information et des médias de votre parti politique a fait une sortie dans les réseaux sociaux où il disait, je le paraphrase, qu'en laissant
la possibilité au SDF de manifester dans le Mongo et en refusant systématiquement ce droit au MRC et aux autres formations politiques, le gouvernement jouait à un jeu qui peut faire croire que le SDF a une certaine faveur à ses yeux. Comment avez-vous trouvé cette sortie? Il faut dire une chose, le SDF n'a jamais bénéficié de quelque faveur, que ce soit surtout en matière de manifestation. Vous savez que personnellement, j'ai fait l'objet de plusieurs interdictions. C'est pratiquement une cinquantaine de manifestations qui ont été interdites depuis sur 10 ans. Depuis, je remonte à février 2008 avec les émeutes. Pratiquement, c'est une cinquantaine de manifestations qui ont été interdites. Quelquefois, c'est comme en 2018, à l'occasion des marches que j'ai organisées justement pour soutenir nos frères anglophones. Ces manifestations ont été autorisées alors qu'on préparait la logistique pour donner un cachet particulier à cette manifestation. Un autre arrêté est sorti l'interdisant sans nous dire pourquoi. Donc nous sommes coutumiers des interdictions. C'est pourquoi nous montrons solidaires des partis qui sont victimes, n'est-ce pas, qui sont victimes, n'est-ce pas, de ces interdictions, qui sont victimes de ces violations, n'est-ce pas, du droit de manifester, qui est pourtant constitutionnel. Voilà, donc nous ne pensons pas que nous, au contraire, nous ne pensons pas que nous bénéficions d'une faveur de la part. Au contraire, nous sommes comme tous les autres formations politiques. Nous sommes victimes, n'est-ce pas, de ces fébrilités-là du pouvoir en place qui ne souhaite pas voir les gens dans la rue. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amalgame à faire. Voilà. La décision du SDF justement de participer aux élections de février prochain fait l'objet de nombreuses discussions, vous l'avez dit tout à l'heure, au sein de votre parti. Peut-on dire que vous en êtes sorti un peu plus fragilisé parce qu'on a enregistré, vous l'avez également dit tout à l'heure, quelques démissions d'ailleurs dans les rangs de votre parti? Non, les démissions, c'est le fait de quelques chevaliers de l'opportunisme qui sont partis justement parce qu'ils pensaient trouver le bonheur ailleurs. Donc, c'est pas parce que nous avons décidé d'aller aux élections, au contraire. Ceux-là ont démissionné parce qu'ils pensaient facilement être élus, n'est-ce pas, dans les rangs de ce parti qui semble, disons, avoir un peu le vent en poupe, comme on dit. Oui. Donc, mais mal en a pris, puisque finalement, s'ils sont allés par opportunisme, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce que, à juste titre, ce parti a décidé de ne pas prendre part à la mascarade. La session du mois de novembre, session du Parlement s'entend, se déroule en ce moment à Yaoundé. Et le SDF, votre parti, a décidé de boycotter cette session. Pourquoi?
Nous avons décidé de boycotter cette session, que ce soit les séances, les plénières à l'hémicycle ou les travaux en commission, parce que nous avons estimé que nous ne pouvions pas aller à l'Assemblée comme si de rien n'était, alors que aucun texte, n'est-ce pas, aucun projet de loi implémentant les résolutions du grand dialogue n'était annoncé au niveau de l'Assemblée. Nous avons indiqué que nous n'irons pas à l'Assemblée jusqu'à ce que on décide, n'est-ce pas, enfin, de nous envoyer des projets de loi qui puissent, disons, permettre de mettre en application les recommandations du grand dialogue. Et nous attendons, tant qu'il n'y a rien dans ce sens, nous continuons à boycotter la session de ce mois de novembre. Mais comment aurez-vous su, Jean-Michel Ninthieu, qu'il n'y aurait pas de texte relatif au grand dialogue national quand vous n'y êtes même pas allé du tout? Quand si un texte allant dans est en préparation, vous le savez d'avance? Nous savons que si ce texte arrive à l'Assemblée, nous le saurons. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un secret. L'Assemblée, c'est une institution ouverte. Il n'y a pas de secret. Donc, si le texte arrive, nous allons dans le sens de la résolution de la crise. Ça fait partie de nos préalables. Nous allons volontiers aller à l'Assemblée. Ces jours-ci, par exemple, il y a eu un texte qui est passé, qui est déjà au niveau du Sénat, qui est arrivé au niveau du Sénat aujourd'hui, qui parle justement de l'application des 2 langues officielles au Cameroun. Ça fait partie de l'une des résolutions, l'une des recommandations du grand dialogue national dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est une blague. Tout le monde sait qu'il y a une... Est-ce qu'il faut... nous voulons par exemple, le statut spécial, le contenu, c'est quoi? Les recommandations en ce qui concerne la reconstruction, nous sommes en session budgétaire, qu'est-ce qu'il y en est, quelle enveloppe est prévue pour la reconstruction, les déplacés, qu'est-ce qui est prévu, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que finalement ce n'est pas un peu incohérent de boycotter une session du Parlement où vous aurez pu faire entendre votre voix, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, il faut une tribune où vous pouvez vous exprimer, et de partir à une élection que d'ailleurs vous dites d'avance perdue parce que vous accusez le pouvoir de tripatouiller et bien d'autres. Où est la logique dans cette démarche, Jean-Michel Ninthieu? Vous savez, quand on est face à une dictature, quelquefois, il faut aussi faire de la tactique, tout en n'oubliant pas l'objectif, qui est de se battre pour le changement. Ce que nous faisons peut sembler être incohérent, mais il faut dire que les choses sont extrêmement compliquées. Quand on a affaire à un régime dictatorial comme celui de M. Biya. Donc, je ne vois pas où est l'incohérence quand nous exigeons que les recommandations du grand dialogue soient appliquées, soient traduites dans les faits. Dans les faits. Le boycott, c'est un moyen de pression
n'est-ce pas? Et je vous assure que c'est efficace parce que quand nous ne sommes pas là, le SDF est le seul groupe avec le RDPC. Oui. Voilà, ça dit que c'est la place, c'est tout le groupe, c'est la place réservée au SDF qui évite. Et ça ne plaît pas au pouvoir, donc c'est un moyen de pression. Mais ceci étant, nous revisons notre stratégie par rapport à l'évolution des choses. Donc voilà, tout à fait. Est-ce que l'incohérence ne se situerait pas, Jean-Michel Nietzsche, dans le fait, justement, qu'en 2017, la session de novembre, vous organisez une opération blocus à l'Assemblée et vous exigez que l'on évoque, que l'on inscrive la question anglophone à l'ordre du jour, mais que les sessions d'après, vous assistiez aux travaux comme si de rien n'était et que vous reveniez en 2019 décider de boycotter une session budgétaire comme celle-ci? N'est-ce pas ça un peu de l'incohérence dans votre démarche? Non, ça n'a pas de l'incohérence. C'est vous qui pensez qu'il y a de l'incohérence. Je dis... Pourquoi refuser un jour, aller le lendemain, refuser le surlendemain on met la pression, on observe et on a plusieurs types de stratégies. Vous comprenez? Bon, quelquefois nous sortons. En 2017, par exemple, nous avons bloqué. Et il y a d'autres actions dont je ne voudrais pas parler ici, que nous envisageons de mener. Vous comprenez? Donc, et il faut savoir que notre nombre à l'Assemblée ne nous permet pas véritablement de manière notable d'influencer, parce que le RDPC a une majorité obèse, et ce qui fait que nous sommes quelquefois obligés de créer des incidents pour nous faire entendre. Mais et l'essentiel pour nous, c'est de prendre l'opinion à témoin les populations qui nous ont envoyés à l'Assemblée, de leur montrer que nous sommes là, nous travaillons. Voilà. Et qu'est-ce que l'opération Blocus a porté comme fruit jusqu'aujourd'hui? Mais justement, l'opération Blocus je pourrais pas vous dire que ça a apporté quelque chose, parce que l'objectif c'était de faire inscrire le problème des zones anglophones à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ça n'a pas été fait. Oui. Ça n'a pas été fait. Mais plus tard, M. Biya, parce que nous ne sommes pas restés croisés, nous avons continué à travers nos résolutions au comité exécutif, à travers d'autres actions, à mettre la pression. Finalement, nous avons eu ce grand dialogue, même si finalement ce dialogue s'est transformé en monologue, avec des mesures qui ont été prises au lieu de véritables mesures, mais nous disons quand même que c'est une avancée connaissant la nature des régimes. Oui. Vous comprenez? Parce que soit comme je l'indiquais tout à l'heure, soit on est dans un véritable rapport de force qui permet de bousculer le pouvoir en place, soit on est obligé de procéder de la sorte. Vous comprenez? Parce que c'est le pouvoir de M. Biya, c'est un pouvoir qui veut s'éterniser, c'est un pouvoir autiste, c'est un pouvoir qui est insensible aux souffrances finalement
de nos compatriotes. Donc il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ça et essayer de travailler pour avancer. Pour avancer, justement, on est dans la suite, dans le futur. Vous venez de vous porter candidat une fois de plus à la députation dans le département du Vouri. À Vouri-Est, précisément, vous sollicitez un nouveau mandat. Ce sera le 3e du genre. Oui, tout à fait. Oui. Solliciter un nouveau mandat. Pourquoi? Pourquoi faire? Mais pour continuer, n'est-ce pas, parce que mon objectif, c'était de créer un autre front à l'Assemblée. Je pense que cet objectif, j'ai pu le tenir depuis que je suis à l'Assemblée, à travers les propositions de loi que j'ai pu faire à l'Assemblée. Laquelle, par exemple, vous pouvez vous gargariser aujourd'hui d'avoir fait j'ai fait, quelles propositions qui sont j'ai passées, fait 4 propositions de loi. Pourtant, sur l'amendement constitutionnel, n'est-ce pas, créant une cour de compte, parce que nous avons une chambre de compte maintenant dont les membres sont nommés par M. Biya, qui n'a aucune efficacité. Nous avons, disons, fait une proposition de loi portant sur la camerounisation des postes de directeurs généraux des grandes entreprises stratégiques. Nous avons fait une proposition de loi relative, n'est-ce pas, à l'article 53. J'indique que j'avais travaillé sur cette proposition de loi avec notre compatriote Patrick Ngana. J'ai posé à peu près 28 questions orales aux membres du gouvernement, parce que le rôle du député, c'est aussi de contrôler l'action gouvernementale. Pour quel résultat aujourd'hui on vous demandera, Jean-Michel Nitio? Pour quel résultat, pour quel impact sur le peuple? Ces propositions de loi dont vous parlez, 4 propositions de loi, 28 questions qui n'ont même pas, qui ont eu quoi comme impact qui n'ont sur pas le peuple eu les propositions de loi, bien entendu, n'ont même pas, ne sont pas passées, parce que vous savez la particularité de l'Assemblée nationale sous le régime de M. Biya, c'est que c'est pratiquement une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi portant le nom d'un député, comme on peut le constater dans d'autres pays, où il y a des lois portant le nom des ministres qui ont porté ces lois-là. Au Cameroun, même les députés du RDPC ne font pas, c'est-à-dire que l'initiative de la loi revient de manière exclusive à l'exécutif. Oui. Mais nous sommes là, nous essayons de faire bouger les lignes. C'est pas parce que j'ai parlé tout à l'heure de majorité obèse, c'est pas parce que ces propositions ne peuvent pas, disons, prospérer que nous allons, n'est-ce pas, nous décourager. Notre objectif, en attendant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que nous arrivions à faire tomber ce régime, notre objectif, c'est de continuer cette stratégie, n'est-ce pas, de petits pas, n'est-ce pas, pour bouger, n'est-ce pas, pour conquérir de nouveaux espaces de liberté tout le temps. Et je parlais tout à l'heure de cette fraude multidimensionnelle, parce que quand on parle de majorité obèse, c'est une majorité fabriquée
même avant les élections, parce que quand vous prenez une circonscription comme Wouri-Est, qui est ma circonscription, avec les plus de grands arrondissements du Cameroun en termes de nombre d'habitants. Oui. C'est pratiquement, selon les chiffres officiels, pratiquement 1 800 000 habitants. Oui. Nous avons 4 députés, alors que la région du Sud, qui a 650 000 habitants, a 11 députés. Oui. Donc voilà une bataille que nous devons mener pour que le découpage reflète vraiment l'importance. La réalité du terrain. Voilà, la réalité du terrain. Et pas que les députés soient attribués dans telle ou telle région pour favoriser le pouvoir en place et de manière fantaisiste. Qu'avez-vous fait justement comme réalisation au cours du mandat précédent, du mandat qui s'achève là, pour solliciter un autre mandat en ce moment? Quel micro-projet, par exemple, avez-vous réalisé qui soit pas J'ai réalisé sur le terrain? Une dizaine de forages dans mon quartier, enfin, dans ma circonscription électorale. Oui. J'ai porté assistance de manière régulière à plusieurs associations. Si en venant ici, vous m'aviez parlé de ça dans les thèmes que vous m'avez envoyés, j'aurais pu apporter, n'est-ce pas, la liste exhaustive de mes réalisations. Mais en gros, je pense que mes électeurs ont tout lieu d'être contents de moi. Je ne veux pas dire que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Mais quand vous parlez de micro-projet, il faut savoir que c'est 8 millions. Nous avons d'ailleurs proposé que, au lieu de nous donner 8 millions, qu'on finance plutôt des projets bien identifiés dans nos circonscriptions respectives. Parce que 8 millions, c'est complément dérisoire. Et il m'arrive de dépenser 2-3 fois plus que 8 millions. Parce que faire un projet viable, ça prend de l'argent. La construction d'un forage. Mais il faut dire que il ne faut pas... L'action d'un député est symbolique, parce que le rôle d'un député, c'est pas un maire. Oui. Le rôle d'un député, en réalité, c'est de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement. Donc, ce que nous faisons, c'est symbolique, parce qu'il m'est arrivé d'être interpellé sur la qualité des infrastructures. J'ai dû expliquer que ce n'était pas de mon ressort et que je n'avais pas de budget prévu pour ça. Et que répondez-vous, Jean-Michel Nitio, aux plaintes de ces populations du Wouri ou alors de votre circonscription qui vous décrivent comme un élu du peuple, mais très loin finalement du peuple, qui ne fait presque jamais de compte rendu parlementaire et autres? Oui, mais ce qui va vous étonner, c'est que plusieurs fois, j'ai programmé des qui ont été interdites. Quand je vous parlais de... C'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'un élu qui ne peut même pas
librement. Au sein de votre circuler. permanence, par exemple, si vous avez une permanence. Non, permanence, je dois organiser des meetings pour m'adresser aux populations. Je n'ai pas besoin de m'enfermer, mais ma permanence va contenir combien de personnes? Je dois aller vers les populations. Je suis allé vers elles pour être élu. Je dois aller organiser des petits meetings pour leur parler. Alors quand systématiquement... Vous ne pouvez pas nous dire que systématiquement, toutes vos tournées programmées pour des comptes rendus parlementaires ont été interdites. Tous mes meetings, j'ai parlé d'une cinquantaine. Depuis 2000, tous mes meetings sont interdits. Ce n'était pas pour des comptes rendus parlementaires, Jean-Michel. Oui, mais quand je dis... pour des manifestations, pour... non, mais quand je dis que je vais organiser un meeting, je n'ai pas besoin de dire le sous-préfet, ce n'est pas mon patron. Vous devez donner l'objet au sous-préfet. Non, mais je dis que c'est ce que la loi prévoit. Je vais organiser un meeting à tel endroit. Au rond-point Dakar, à la cité belge, voilà, pont blanchisseur, ou à l'axe Loubé-Panda. C'est systématiquement interdit, vous comprenez? Donc, bon, mais est-ce que vous avez besoin seulement des meetings, justement, pour rencontrer ces populations? Non, mais je rencontre les populations, je vais dans mais elles vous décrivent associations. Comme très loin d'elles, très loin du peuple, un homme qu'on ne rencontre presque jamais, mais qu'on voit malheureusement seulement quand les périodes électorales s'approchent. Je ne crois pas. Je ne crois pas que mes électeurs puissent dire ça. Nous en avons rencontré plusieurs. Hein. Oui. Parce qu'à défaut de faire des meetings, je vais dans les associations, justement. Je fais pratiquement tous les dimanches, je fais au moins une ou deux associations. Ouais. D'accord. Alors, je crois que c'est par là qu'on va sortir de cette émission, Jean-Michel Nithieu, à moins que vous n'ayez un dernier mot avant de quitter ce plateau. Le temps imparti à cette émission est terminé. Oui, merci de m'avoir invité. Oui. Je voudrais m'excuser auprès de vos téléspectateurs. Je suis un traitement qui vous indispose de temps en temps. De temps en temps, oui. Bon, j'ai dû me retirer. J'espère que je n'ai pas, disons, comment est-ce que je vais dire, je pense que j'ai fait plaisir tout à fait. à vos téléspectateurs. Je pense que j'ai répondu. Je sais que cette émission était beaucoup attendue. Encore une fois, mon souhait, c'est que les forces politiques de ce pays se mutualisent. C'est que comme ça que nous viendrons à bout de ce régime qui a pris le peuple camerounais en otage depuis pratiquement une quarantaine d'années. Merci Jean-Michel Nithieu d'être venu dans Parole d'Homme ce soir. Nous souhaitons bon vent pour les élections. Merci Mathieu, c'est moi qui vous remercie. Je suis à votre disposition chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci infiniment, Madame, Messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition de Parole d'Homme. Je vous donne rendez-vous mardi avec un nouvel invité. Bonsoir.